Est-ce que pour toi, tu allais bien? Justement, je pensais que oui, mais non. Je pense que j'ai un écosystème qui me permet justement d'arborer ce jasmin souriant, etc., etc. Franchement, j'ai vécu une expérience au travail où honnêtement, franchement, c'était vraiment très, très, très éprouvant, très pesant. Et c'était vraiment, tu vois, j'étais à la limite du burn-out. Nous, les Africains, avec tout ce qui est un peu psychologie, on a toujours un rapport assez dur. J'ai eu un événement il y a pas longtemps dans ma vie, Jasmin, que tu connais, et j'ai parlé avec quelqu'un de très proche. Pour être honnête, je pleurais au téléphone en lui expliquant la chose. Et Attends, les hommes pleurent aussi? ah oui, justement, il faut en parler. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre chiens et loups, l'émission où, au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats. Je suis Jasmin et comme toujours, je suis accompagné par Blondie. Comment vas-tu, Blondie? Très bien, et toi-même, Jasmin? Écoute, ça va impeccable. Je suis content d'être là aujourd'hui. Moi aussi, écoute, très élégant encore une fois. Et merci, je te partage le compliment. Je dirais que tu es habillé, comme on dit chez nous, bien habillé pour chasser les mauvais esprits. Écoute, Blondie, avant d'entamer ce nouvel épisode, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce qui a pu être dit dans le premier épisode? Écoutez, comme vous savez, le premier épisode, on a parlé de la contraception définitive chez les hommes, la vasectomie. On a eu beaucoup de réactions de gens vraiment partout, avec vraiment beaucoup d'encouragement, parce que comme vous le savez, c'est pas un sujet qui est facile à traiter. Pas du tout. Et les gens ont vraiment beaucoup aimé aussi le témoignage de Nicolas, il faut le dire. Et c'est vrai que même pour des personnes qui étaient potentiellement en désaccord avec l'idée, ça a permis, entre guillemets, de pouvoir ouvrir le débat. Super, je te remercie pour ton retour très clair. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage fascinant au cœur d'un univers souvent méconnu, mais ô combien important, la santé mentale. Qu'entendons-nous par santé mentale? On parle de l'équilibre délicat entre nos émotions, notre psychologie et notre bien-être. Donc quand je parle de bien-être, ça peut être la vie sociale, etc., etc. Donc ces trois piliers forment un équilibre essentiel à notre bien-être, mais sont pour autant relayés souvent au second plan. D'ailleurs, qui n'a jamais eu cette petite montée de stress en réalisant qu'il avait oublié un rendez-vous important? Ou encore, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, en réalisant qu'il avait oublié ses clés. Lundi, si je te disais que j'avais fouillé la voiture de fond en comble, je me suis dit, à coup sûr, les clés sont restées à la maison, sur la porte. Et je pense que tu as vécu une situation peu ou prou similaire. C'était pas pour toi personnellement, mais c'était dans une situation où il était 1h du matin, je sais pas si tu te souviens. Et t'arrives, quelqu'un qui veut te faire visiter un appart et au final, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Voilà, je vois que ça a éveillé ta mémoire. Et donc ces petits moments de panique nous rappellent que notre esprit est en mouvement perpétuel. Cela étant dit, bien évidemment, c'est derrière ces anecdotes se cachent des vérités bien plus profondes. Et je vous propose qu'on aborde justement des vérités un peu plus poignantes en vous partageant notre expérience personnelle. On a également un témoignage honnêtement très émouvant d'une personne courageuse qui a accepté de nous parler justement de sa situation, comment elle a pu remonter la courbe du deuil. Et on a également la chance d'avoir l'avis d'un expert, il faut le dire, qui va pouvoir nous éclairer parce que toi comme moi, voilà, on n'est pas des spécialistes. Donc forcément, il y aura quand même des pardons, même si on va essayer de s'attaquer au sujet en long et en large. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. En tout cas, en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et donc voilà, donc je vous propose qu'on commence. J'aurais d'abord une première question pour toi, Blondie. Si tu devais donner une couleur à la santé mentale, laquelle choisirais-tu? Est-ce que ça serait une teinte lumineuse, synonyme d'apaisement, ou une couleur un peu plus contrastée qui reflète ses hauts et ses bas? Alors, je partirais plus sur la deuxième option, une D'accord. couleur un peu contrastée. La couleur qui me vient comme ça un peu en image, je dirais le noir, parce que tout ce qui est un peu attrait à tout ce qui est sombre, la nuit, etc., le crépuscule. D'accord, super, j'aime bien ce côté un peu sombre, un peu l'image du tunnel, etc. Ok, ça me parle. Préparez-vous pour une discussion sincère, un peu piquante, mais toujours éclairée, car au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats.
Landy, je te propose qu'on commence comme d'habitude avec un petit historique. C'est Bien notre sûr. marque de fabrique, en démystifiant un peu le sujet. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu, par rapport aux recherches que tu as pu faire, un petit historique de la santé mentale? Parce que, pour être honnête avec toi, les gens ne savent pas forcément de Ce quoi on que c'est. parle. Exactement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la santé mentale existe depuis très longtemps. Ok. À l'époque de la préhistoire, il y avait déjà des personnes qui avaient des troubles de comportement. Mhm. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, si on part 39-45, qui est la période, comme vous savez, de la Deuxième Guerre mondiale, on a pu voir que à la suite des guerres, beaucoup de victimes ont eu besoin, recours à des psychologues, parce que forcément, beaucoup de gens ont été traumatisés parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont subi. Si on parle, par exemple, des camps de concentration, etc., qui ont beaucoup choqué et affecté les gens, forcément les gens ont eu recours à ce genre de méthode. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de personnes célèbres, de sportifs, notamment un sportif américain, un basketteur DeMar DeRozan, qui a créé aussi un podcast que je vous invite aussi à regarder, où il parle vraiment de la santé mentale. On a aussi le très célèbre catcheur John Cena qui en a parlé récemment dans le dernier show de Jamie Foxx, qui parle vraiment de la dépression qu'il a pu avoir et ce que la santé mentale représente vraiment pour lui. Ok, super intéressant. Pour étayer également et aller dans ton sens, c'est vrai que au Moyen Âge, pour reprendre ce que tu as pu dire, en fait, on voyait ça un peu comme les personnes, on les stigmatisait directement. On va dire, voilà, ces personnes sont folles, elles sont possédées. En avançant dans le temps, on a vu que, par exemple, avec la Renaissance, donc là, je passais du Moyen Âge à la Renaissance, c'est là où on a commencé à se dire que, il faudrait peut-être se pencher davantage sur ces cas-là et qu'il y avait quelque chose de peut-être plus profond. Mais malgré ça, il a fallu attendre encore une fois le 19e siècle, fin du 19e siècle. Ça concorde avec ce que tu dis par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est quand même un peu plus avant, donc vers fin 1800, où là, en fait, on a eu le premier centre de psychologie qui a été créé en Allemagne. Ok. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de récent, si je puis me permettre, tu vois. Bien sûr. Donc c'est vrai, ça fait un peu écho à ce que tu dis. Et donc ouais, donc j'ai bien aimé ta définition. Je pense que ça éclaire un peu plus, ça donne un peu un contexte. Bien sûr. Et je te propose qu'on continue, comme on a l'habitude de le faire. Est-ce que t'as des questions à me poser ou J'aimerais un peu potentiellement te retourner un peu la question que tu m'as posée tout à l'heure. Ouais. À quelle couleur tu associes selon toi la santé mentale? Alors pour moi, ça serait plutôt une couleur contrastée. Ok. Parce que pour moi, tu vois, il y a des moments où je vais parler de mon expérience personnelle. Pour moi, il y a des moments où c'est compliqué. Donc là, c'est une teinte un peu plus sombre. Ok. Et après, bon, je vais pas vous spoiler tout de suite, mais après, par certaines pratiques que je suis amené à faire, ça va me permettre de voir le bout du tunnel, comme tu le mentionnais. J'ai bien aimé cette métaphore. Et ça va me permettre justement d'aller là sur une teinte un peu plus sombre. Donc vraiment, quelque chose de contrasté. Noir-blanc, tu vois. D'accord. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jasmin, pour ton retour. Et du coup, moi, je vous propose qu'on rentre directement, Jasmin, dans le vif du sujet. Super. J'aimerais savoir, Jasmin, qu'est-ce que représente la santé mentale pour toi? Est-ce que tu peux un peu nous parler d'une expérience, d'un passage de ta vie où ça a été vraiment très difficile? Est-ce que aujourd'hui t'es prêt? Je sais que ça va pas être facile d'en parler parce que beaucoup de gens qui te connaissent ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Donc ça va être vraiment difficile pour toi comme pour moi aujourd'hui de pouvoir se livrer. Donc déjà, je te remercie, Jasmin. Pas de souci. Et écoute, je te souhaite bon courage dans tes propos. Ok, merci beaucoup. Alors avant de te donner une expérience qui m'a touché, une expérience que j'ai pu traverser, j'aimerais quand même un peu mieux expliquer la santé mentale pour moi, tu vois, Ok. ma vision de la santé mentale. Pour moi, je trouve que c'est important qu'on en parle. Il y a des podcasts, on le voit pas forcément à la télé, on le voit pas forcément sur les réseaux sociaux. Et moi, quand j'en ai parlé à mon entourage, voilà, le deuxième sujet, ça va être la santé mentale. On m'a dit, mais la santé mentale, tu vas parler de quoi?
c'est vaste, etc. Je leur ai dit, mais en fait, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Et l'exemple que j'aimerais donner, qui touche les petits comme les grands, c'est que, en fait, la santé mentale, c'est comme, faut assimiler le cerveau comme un téléphone. Ok? Quand t'as une bonne santé mentale, c'est quand on va dire que ta batterie, elle est bien chargée. La batterie de ton téléphone, elle est bien chargée. Donc voilà, ton téléphone, il va fonctionner normalement. Tu vas être prêt à affronter les aléas de la vie, etc., etc. Et à contrario, quand ton téléphone est en mauvais état, il est déchargé, là, tu vas avoir des bugs, tu vas avoir des temps de latence, des applications qui fonctionnent mal, etc. Le téléphone qui s'arrête à un moment, un moment où inopiné, etc., etc. Ça, je pense que tu le connais. T'as dû connaître cette expérience avec un téléphone défectueux. Et bah, c'est pareil avec la santé mentale. Tu vois, dès que ça va pas, dès que t'es dans le down, bah, tu vas commencer à être beaucoup plus anxieux, beaucoup plus stressé. Tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu vas mal te comporter en vis-à-vis de ton prochain. Tu vas avoir des comportements qui ne te ressemblent pas. Et voilà. Donc voilà, je voulais clarifier un peu ma vision de la santé mentale. Merci. Je pense que tout le monde se reconnaît de par l'exemple que j'ai pris, Bien sûr, qui était plutôt simple. Et en fait, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en faisant part d'une expérience qui m'a vraiment impacté, j'aimerais en fait, avec un peu plus de recul, évoquer un sujet qui aujourd'hui, en parlant de la santé mentale, je trouve que ça a du sens d'en parler. Et en fait, il faut se mettre un peu plus, donc là aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans le premier épisode, j'ai 30 ans passés. Et en fait, là, je vais raconter une histoire qui se situe il y a plus de 20 ans. J'étais à l'école élémentaire. Et en fait, dans ma classe, il y avait un camarade qui avait un problème de santé. Je vais pas trop m'éparpiller sur son problème de santé, mais c'était vraiment très compliqué. C'était compliqué pour lui, à quel point cette personne était en fait isolée. Elle était isolée au fond de la classe, pas d'amis, même les professeurs calculaient pas forcément. Dans la cour, il était seul et c'est une situation qui m'a beaucoup peiné, tu vois. Je veux pas faire le bon samaritain. On sait que les enfants, on a tendance à être méchants et moi cette situation elle m'a peiné et donc et j'essaie de comprendre en fait, à savoir qu'est-ce que t'as, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ta maladie, etc., etc. Et de fil en aiguille, en fait, on est devenus amis. On a eu cette relation où voilà, il se confiait, etc., etc. Et en fait, moi, je m'en foutais du regard des autres, etc. Tu vois, j'avais pas cette pression qu'on peut avoir avec notamment les films qu'on peut regarder ou être le plus cool à l'école, etc. Tu vois. Moi, j'étais ami, peu importe les regards, tu vois. J'en suis même à aller jusqu'à un jour, il m'a dit, écoute, Jasmin, est-ce que tu veux venir chez moi? Et donc, je vais chez lui et pour te dire, ses parents, ils étaient choqués. En mode mais tu sais que t'as pas le droit d'inviter des gens et tout et donc là moi tu vois j'entends les petites messes basses, mais d'un côté ses parents ils étaient contents d'avoir que voilà il avait enfin un ami, tu vois, il avait enfin un ami. Et en fait sur cette situation là je voulais éclairer le fait d'avoir eu un ami. En fait ses parents ils ont ressenti que il commençait à aller mieux, tu vois, il commençait à sourire, il commençait à plus se confier, que ça soit avec moi ou avec ses parents, tu vois, avec sa sœur. Il avait une sœur et en fait c'est montrer que il faut pas en fait garder les pensées négatives qu'on peut avoir. Il faut essayer d'aller de l'avant, de communiquer, pas à tout le monde hein, forcément, comme on dit souvent, un cercueil c'est pas trop lourd, on n'a pas besoin de trop d'amis, mais il faut quand même, tu vois, arriver à extérioriser la chose plutôt que de l'enfouir, parce que ça peut avoir des conséquences très néfastes. On parle de santé mentale et après ça peut vraiment altérer sur la santé physique. Et donc voilà. Donc là je voulais vraiment mettre en exergue cet aspect où le fait d'avoir un ami, ça lui apportait un peu de soleil, tu vois. Et je voyais que en fait là, le fait de sa maladie qui était dans un premier temps physique, elle avait également des répercussions mentales. Donc voilà un peu sur cette expérience. Et je voulais savoir également pour toi, pourquoi ce sujet est important. Déjà premièrement, et je sais que toi en fait tu vois toujours t'as toujours cet aspect triptyque avec religion, esprit culturel et expérience personnelle. Et j'aimerais avoir un peu ton ressenti, savoir justement comment si tu te situes par rapport à ta famille, par rapport à ta religion, par rapport un peu à tes valeurs. Tu vois, qu'est-ce que ça représente pour toi, la santé mentale? Et en tant qu'Africain, justement, qu'est-ce que ça signifie? Écoute, je vais commencer par la fin, Jasmin. Okay. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale aujourd'hui pour un Africain? Faut savoir que aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup
régions, la santé physique n'est même pas une priorité. Donc, comment arriver à la santé mentale? Aujourd'hui, je dirais qu'en Afrique, on nous regarde un peu comme une carrosserie, c'est-à-dire que notre corps est une carrosserie et on va pas faire forcément attention au moteur. On va te dire, bon, tant que la voiture roule bien, forcément, la personne se porte bien. Il y a un autre exemple, une comparaison que je voulais faire, c'est que par exemple, en Afrique, lorsqu'une personne va prendre du poids, va grossir, on va associer ça avec l'abondance. On va dire, oui, bah écoute, tout va bien pour elle en ce moment, ça se voit que, entre guillemets, il y a de l'argent qui rentre. Mais à l'inverse, lorsque la personne va perdre du poids, on va dire, ah non, il a des problèmes. Ah, c'est compliqué en ce moment, soit il est malade, Oui. soit c'est un peu la galère, soit il a des problèmes financiers. Maintenant, si je dois me baser sur l'Occident, aujourd'hui, on constate que en Occident, t'as des gens, à contrario, vont beaucoup plus manger quand ils vont avoir des problèmes psychologiques. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ils vont manger leurs émotions. Ok. Et dans d'autres cas, bah ils vont peut-être pas manger parce que ça va pas bien et forcément ils vont perdre du poids. Mais imaginons-nous une veuve en Afrique qui perd son mari et qui commence à grossir. On lui dira, oh, toi ton mari vient de mourir, tu es en train de grossir. Alors que bah en France, une personne va, à contrario, bah essayer de combler justement ce mal-là. C'est déjà pour la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, comme je disais, aujourd'hui, la santé physique n'est pas une priorité en Afrique. Les gens, dans certaines régions, vont manquer d'eau, vont manquer d'électricité, qui sont vraiment des besoins essentiels. Aujourd'hui, on est en France, on vit chez nous. Si tu rentres ce soir, Jasmin, tu sais pas comment tu vas charger ton téléphone portable. À quel moment tu vas te dire ma santé mentale? Non, tu vas pas penser à cela. Le deuxième aspect, c'est que forcément, l'aspect financier joue aussi. Aujourd'hui, on a quand même un système en France où on peut aller à l'hôpital pour pouvoir se soigner, avoir des médicaments gratuitement. Donc, il faut quand même applaudir le système français. On peut le critiquer, mais il faut savoir aussi l'applaudir. Aujourd'hui, en Afrique, quand on va pour une consultation, forcément, il faut régler. Donc, de ce fait, de l'aspect financier, beaucoup de gens pratiquent l'automédication. C'est-à-dire, je trouve une personne, un marchand ambulant dans la rue, je lui dis, bon, moi j'ai des maux de tête ou je sais pas, bah j'ai des maux de ventre, est-ce que tu peux me donner tel produit? Donc cette personne va te donner un produit qui n'est même pas conforme avec déjà les symptômes que tu as et en plus peut-être un produit qui est une contrefaçon. Donc je vous imagine même pas le résultat. Un autre aspect que j'aimerais vraiment pointer, c'est que la santé mentale en Afrique, tu parlais tout à l'heure de la religion. Dans certaines cultures, dès que ça ne va pas, que ça soit même sur le physique ou sur le mental, on va te dire, bah va voir un marabout. Tu peux pas tomber enceinte, va voir un marabout. Va voir un sorcier. Va voir un tel. Alors que là, en France, aujourd'hui, si ça ne va pas, on te dira, bon Jasmin, si tu n'arrives pas à tomber enceinte, bah, va voir un docteur. Ça déjà, c'est un aspect. Mais c'est un aspect culturel qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas forcément critiquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec le fait que beaucoup plus de gens commencent à se pencher justement sur la question de la santé mentale, pourquoi pas ouvrir la parenthèse médicale? Potentiellement consulter un psychologue ou un psychiatre ou un psychanalyste. Okay. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce que c'est pour moi personnellement aujourd'hui la santé mentale? Ça va être un sujet un peu délicat à parler parce que ça fait quelques années que j'ai remarqué que j'ai un gros problème de gestion émotionnelle qui m'affecte personnellement beaucoup, mais qui va affecter mes relations sur 3 piliers. Familial, avec ma femme, ou potentiellement mes frères et sœurs. Sur l'autre pilier, je dirais, bah, dans mes relations amicales, même avec toi, Jasmin, ça peut nous poser quelques, entre guillemets, quiproquos à certaines reprises. Et le troisième volet, qui est là est vraiment parfois à la limite du rouge, ça va être sur le volet professionnel. Ou même, voilà, dans des échanges avec mes anciennes responsables, ma femme étant à côté, me disait, bah, attention, comment tu parles, parce que bon, voilà, ça reste quand même ta manager, ça reste quand même dans le cadre du travail. Aujourd'hui, j'ai amené un livre
de Isabelle Gauduchot qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Et c'est vraiment ce livre qui m'a fait d'abord prendre conscience des blessures que j'avais. Faut savoir que ce livre porte sur 5 blessures. Donc ça va être l'abandon, la trahison, le jugement, l'humiliation et le dernier qui va être le rejet. Et une fois que j'ai identifié ces blessures, je me suis dit, quelles sont les blessures aujourd'hui pour moi qui sont le plus m'ont touché dans mon enfance? Parce que les blessures, ce sont des choses fondamentales qui arrivent dans notre vie, dans le parcours de notre vie. Donc depuis la naissance, l'enfance, l'adolescence et aujourd'hui, la vie adulte. Et que c'est vrai que ce livre m'a d'abord aidé à prendre conscience que j'étais un malade qui s'ignorait. Alors, petite question, excuse-moi, je t'interromps. Je suis très mal poli parce que là, c'était vraiment très, très, très émouvant ce que tu étais en train de raconter. Avant, justement, comme tu parlais, ça m'a interpellé quand tu as dit, c'est en découvrant ce livre que j'ai compris qu'il y avait un problème plus profond en moi. Exactement. Et la question que je me pose, c'est quel a été le facteur qui a fait que tu t'es penché sur ce livre? C'est un livre que ma femme lisait. D'accord. Et que un jour, par curiosité, j'ai regardé un peu comme tout le monde. Quand on prend un livre, on regarde toujours derrière pour savoir un peu de quoi le livre parle. Okay. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a interpellé. Ok, super. Ok, non, je comprends. C'était juste ça pour savoir, pour avoir un peu cette adéquation avec le moment où tu as réalisé que, tu vois, parce que moi, la question que je me posais, c'était, est-ce que pour toi, tu vois, avant de découvrir la connaissance de ce livre, est-ce que pour toi, tu allais bien? Justement, je pensais que oui, mais non. Ok. Donc, pour toi, en fait, ces moments de colère, si je peux appeler ça de colère. Exactement. D'incompréhension avec ton interlocuteur, pour toi, c'était plus, tu voyais plus ton interlocuteur comme un problème qui ne te comprenait pas? Et c'est ce qui faisait que parfois, tu pouvais t'énerver facilement. Et t'as mentionné du coup l'aspect également au travail. Donc parfois aussi t'avais cette perception que voilà, t'étais pas forcément compris et notamment par les tâches qu'on a pu te donner, et du coup ça a amené de la frustration. Exactement. Et un peu de colère. Et du coup le fait d'avoir lu ce livre, est-ce que ça t'a apporté du coup du renouveau en toi, un vent frais, où justement là tu te remets davantage en question, tu es beaucoup plus calme, tu réfléchis à 2 fois avant de partir dans une pas une esclandre, mais voilà, de partir en clash? Je dirais oui et non. Sur la multitude de questions que tu as posées, je pense que ça m'a fait d'abord prendre conscience que j'avais un problème et que j'étais un malade qui s'ignorait. Me dire, voilà, j'ai des blessures qui ont été causées dans ma vie. Potentiellement, c'est le moment de se pencher plus, pourquoi pas, vers un psychologue, quelqu'un qui pourrait un peu m'orienter ou me donner des conseils. Faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, nous les Africains, voilà, avec tout ce qui est un peu psychologie, on a toujours un rapport assez dur. Je vais me permettre, j'ai eu un événement il y a pas longtemps dans ma vie, Jasmin, que tu connais, et j'ai parlé avec quelqu'un de très proche. Pour être honnête, je pleurais au téléphone. En lui expliquant la chose. Et Attends, les hommes pleurent aussi? Ah oui, justement, il faut en parler. La personne me dit au téléphone, Blandy, les hommes ne pleurnichent pas. Et sur le coup, je me suis dit, pourquoi en fait stigmatiser le fait qu'un homme pleure? Je pense que pleurer, c'est entre guillemets sortir ses émotions. Mais aujourd'hui, quand un homme va pleurer, on va dire il n'a pas le droit de pleurer. Pourquoi il a fait ça? Je donne un exemple. Il y a quelques années, nous avons suivi la Coupe du Monde au Portugal. Cristiano Ronaldo se fait éliminer par le Maroc, si je ne m'abuse, et il sort en larmes, totalement désabusé, et tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi il pleure? Mais aujourd'hui, pour pouvoir arriver à ce niveau d'excellence à 40 ans, il faut un mental très fort. Je pense pas aujourd'hui que, à part peut-être un LeBron James, à part peut-être les GOAT de ce sport, ont un mental plus fort que ce joueur. Mais si on arrive à voir que des joueurs arrivent à faire sortir leurs émotions, c'est que forcément il y a quelque chose derrière. Je suis d'accord. Maintenant, pour revenir sur
la procédure, il y a quelques années, j'ai fait appel à un psychologue que je suis allé voir. Je vous avoue que sur le chemin, j'ai failli faire demi-tour. Mais excuse-moi de te couper. Tu sais que, parce que je sais que là, tu vas nous dire quelque chose de, de très émouvant. Donc, restez concentrés. Je pense que là, c'est très intéressant. Et c'est vrai que je voulais rebondir sur cet aspect, aller voir un psychologue. Exact. Qui, pour nous, même si, voilà, il y a aujourd'hui un Français sur 4 va voir un psychologue, il y a du mieux depuis les années 2000, ça reste quand même un sujet très tabou. Bien sûr. Et moi, pour ma part, hein, tout à l'heure, j'ai donné un exemple où je faisais un peu le bon samaritain, mais j'ai aussi des défauts. Pendant un moment, j'avais, bon, aujourd'hui je suis marié, mais il y a fort longtemps, j'avais une petite amie. Pendant un moment, ça allait mal, etc. Et je lui ai dit, en fait, je pense que dans ta tête ça va pas, tu devrais aller voir un psychologue, tu vois. Et du coup, elle m'a pris au mot. 2-3 jours après, elle vient, elle m'a dit, ouais, je suis parti voir un psychologue. Et moi, dans ma tête, en fait, je me dis à ce moment-là, en fait, je sors avec une folle. Tu vois, parce que j'ai même pas en fait cette perception de me dire que t'as besoin d'aller consulter un spécialiste, parfois qui peut t'aider, qui peut mettre en lumière tes faiblesses et qui peut t'accompagner sur justement, comme tout à l'heure je parlais de la courbe de deuil, qui peut t'accompagner justement jusqu'à l'acceptation et te faire avancer. Mais non, moi c'était vraiment, tu vas voir un psychologue, c'est pour les fous. T'as pas cette notion de voilà, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, il y a des psychiatres, c'est vraiment voilà, c'est fou. Tu les mets dans la case fou. Et après j'ai été également beaucoup marqué dans ma jeunesse, notamment par cette situation, tu vois, je veux un peu briser les idées reçues. En fait, nous on a connu quand on était petits dans le quartier où on a grandi des grands, si je peux me permettre, ils étaient plus âgés que nous, qui partaient je sais pas si c'était en HP ou voilà, mais en fait quand ils revenaient, en fait c'était des légumes, tu vois. Ok. Et donc en fait je pense que ça a pas aidé sur la perception. Et je pense qu'aujourd'hui les jeunes, on associe vraiment, tu vois, la psychiatrie, les médicaments à de la dégradation mentale, tu vois. Je pense qu'aussi on n'est pas aidé par tout ce qu'on voit à la télé avec les films, notamment Split, notamment la série avec Tom Holland. Tu vois, toutes ces séries en fait, ça fait que ça te donne une connotation assez péjorative de ces maladies-là, tu vois. Et comme tu l'as mentionné, si demain je suis malade, je vomis ou je me suis coupé avec le couteau, bah je vais voir le médecin. Mais si je commence à perdre confiance en moi, à avoir des mauvaises pensées, à être anxieux, je vais pas penser à aller voir un spécialiste, tu vois. Donc un psychologue ou ça dépend la pathologie que je vais avoir. On aura la chance d'avoir la spécialiste qui va nous expliquer un peu les différences et qui il faut aller voir selon du coup le ressenti qu'on peut avoir. Et voilà, je voulais juste mentionner ça avant parce que je sais que là tu vas nous passer un passage assez poignant et je pense que moi aussi j'aurai une anecdote assez profonde à ce sujet. D'accord. Bah merci Jasmin pour ce que tu viens de dire. Comme t'as dit, c'est un sujet assez touchant. J'en perds d'ailleurs. Excusez-moi un peu ma voix parce que comme je disais, les gens nous regardent beaucoup de la façade, c'est-à-dire la façade extérieure. Il va bien, il a une belle voiture, il est bien habillé, donc on a tendance à se dire tout va bien dans sa vie. Dieu seul sait que c'est pas toujours le cas. Pour ma situation personnelle, comme je le disais, j'ai commencé à voir un psychologue en septembre 2023 et c'est vrai que le jour où j'y vais sur le chemin, je suis à 2 doigts de faire demi-tour. Parce que je me dis, mais je vais aller là-bas, qu'est-ce qu'il va me dire et je pense que je suis déjà une personne qui est très introvertie. Donc, de pouvoir me confier en plus à quelqu'un que je ne connais pas, à ce moment-là, c'est très difficile. Donc, je t'avoue que en plus, j'arrive dans les immeubles, je trouve pas et je me dis, bon, sûrement, ça doit être le ciel qui veut pas que j'y aille. Et au final, je trouve, la première séance se passe bien. Donc, je me livre un petit peu. C'est vrai que c'est assez thérapeutique parce que t'arrives, la personne te demande, bon voilà, un peu comme tu es le médecin, pourquoi vous êtes venu me voir, qu'est-ce qui va pas, donc j'explique. Donc je fais 2 séances avec cette personne, mais je dois dire que c'était pas forcément la bonne personne pour moi parce qu'il faut aussi le dire, il y a des professionnels, mais il y a aussi des bons, il y a aussi des moins bons, mais après on va dire voilà, chacun doit prendre quelqu'un à sa pointure, c'est-à-dire que un bon psychologue pour moi peut être un mauvais psychologue pour toi, Jasmin. Et forcément, j'ai pas continué ma thérapie avec cette personne. Mais je fast forward quelques années. J'ai passé une année 2024, comme tu le sais, Jasmin, au vu de notre relation, très difficile, où beaucoup de gens
ne savaient pas, ils ne savent pas toujours aujourd'hui ce qui s'est passé dans ma vie dans les années 2024. Mais j'ai toujours gardé entre guillemets en moi cette foi, cette confiance en moi, parce que je savais que il y a des gens qui comptent sur moi. J'ai un foyer aujourd'hui, j'ai de la famille, j'ai des proches, j'ai un petit neveu dont je suis le parrain et très fier. Et forcément, j'ai des responsabilités. Donc forcément, ce sont des engagements que j'ai pris et que je dois assumer. Et c'est pour ça que, au vu de tous ces épisodes, je n'étais pas forcément dans une position, je dirais, financière, ou est-ce que c'était ma priorité d'aller voir un psychologue. Mais je me rends compte que 2025, je vais pas avoir le choix. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il est important de sortir ce qui est à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu me dis tout le temps. Arrête de garder les choses. Quand il y a quelque chose qui se passe, dis-le sur le moment. Mais je sais pas forcément le dire sur le moment, et c'est justement très mauvais parce que quand ça sort mal. Pour la personne avec qui on vit, c'est peut-être très difficile de vivre. Parce que tu te lèves le matin, tu as un comportement, tu as une attitude, tu te lèves un peu du mauvais pied. Et forcément, c'est la personne qui devient un peu, si je peux me permettre, une éponge ou un paillasson de tes émotions. Et donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que je pense que pour elle, c'est pas une situation qui a été facile et qui n'est pas facile. Mais voilà, c'est vraiment un aspect où je vais vraiment me pencher sur cette année. D'ailleurs, il y a déjà des rendez-vous qui ont été pris pour pouvoir vraiment m'accompagner sur le long terme, sur la gestion de mes émotions, de pouvoir contrôler ses émotions, parce que je pense que pour un homme, c'est très important de pouvoir contrôler ses émotions. Aujourd'hui, on aspire tous à un avenir brillant, à des postes haut gradés. On peut pas devenir demain patron du CAC 40 si on ne sait pas contrôler ou maîtriser ses émotions. Donc c'est vraiment très important pour moi. C'est pour ça que je pense que ça sera un sujet ultérieurement où on devra faire une partie 2 pour que je puisse donner mon cheminement et où j'en suis à cet Et instant. encourager ceux qui nous suivent. Et je suis tout à fait d'accord sur cette approche. J'aurais une question à te poser avant d'enchaîner avec également une situation qui m'est propre. C'est, est-ce que tu as été amené à avoir des pensées très négatives pendant cette phase de sombre du tunnel? Je vais reprendre cette métaphore-là. Alors je pense que ça va être difficile de répondre parce que Ok. ça pourrait en choquer quand même plus d'un. Ceux qui me connaissent beaucoup savent que je suis quelqu'un qui aime la vie. Tu connais, Jasmin, on aime fumer de bons cigares, on aime les bons cognacs, les bons vins. Mais c'est vrai que beaucoup de choses nous passent par la tête. Beaucoup de choses nous passent par la tête. Je dirais pas qu'un jour je me suis dit, bon, Blandy, tu vas te lever, tu vas aller faire ça. Mais par contre, je peux dire que j'ai eu à me faire des films et des scénarios dans ma tête. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose de bon. Et c'est là que je sais vraiment que j'ai vraiment besoin de consulter et de me faire accompagner. Notamment, il s'est passé un épisode l'été dernier où j'avais pris un peu du recul justement sur mon téléphone portable, où tu t'es inquiété pour moi, tu t'es dit, bon, il est tout seul à la maison, sa famille n'est pas là, est-ce qu'il va bien, est-ce que quelque chose ne s'est pas passé? Donc voilà, Jasmin, la réponse que je peux t'apporter à ce Super sujet. transparente comme réponse, honnête. Donc, je te propose que brièvement, parce qu'on arrive un peu à la fin de l'émission déjà, on a le témoignage qui va arriver. Je vais faire part également de mon expérience mon rapport avec la santé mentale. Ça s'est passé il y a quelques années et pour le coup, je pensais pas que c'était possible parce que, comme tu l'as mentionné, en fait, j'ai toujours eu je sais pas si on peut appeler ça une carapace, mais dû au fait également que j'ai grandi dans un foyer sain, que j'ai un entourage également bienveillant. Je pense que j'ai un écosystème qui me permet justement d'arborer ce jasmin souriant, etc., etc. Mais là, quand je te dis, Blandy, que je pense avoir touché le fond, et après, bon, je pense qu'il y a d'autres épreuves, hein, mais comme on dit, Dieu ne te met pas une montagne que tu ne peux pas franchir. Je le dis avec mes mots, bien sûr. Amen, amen, amen to that, amen to that. Et du coup, là, franchement, j'ai vécu une expérience au travail, où honnêtement, franchement, c'était vraiment très, très, très éprouvant, très pesant. C'était vraiment, tu vois, j'étais à la limite du burn-out. Et c'était une période où, notamment avec le Covid, le télétravail, etc.,
il y a eu une vague de personnes qui sont parties en burn-out, tu vois. Donc c'était un peu à la mode. Et donc moi, honnêtement, je comprenais pas ça, tu vois, les gens qui partent en burn-out et tout. T'avais un peu ce jugement de te dire, c'est peut-être pour les faibles. Et j'ai une amie avec laquelle on a l'habitude d'échanger, qui vivait à peu près la même situation. Elle avait énormément de pression au travail, tu vois, c'est un peu ce que je subissais, de la pression, manque de considération, manque de confiance. C'est-à-dire qu'on vérifiait à chaque fois ce que tu faisais. Dès que tu soumettais une idée, on te disait non, c'est nul. 2 minutes après ou 2 jours après, cette personne s'appropriait tes propres idées, tu vois. Et du coup, tu vois, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, en fait, bah, manque de confiance en soi, tu vois. Peut-être que, tu sais, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Peut-être que je suis pas fait pour ça. En fait, peut-être que je suis nul, tu vois. Et j'arrêtais d'aller au sport. De toute façon, je finissais à 21h. Je rentrais chez moi, t'as qu'une envie, c'est de dormir. Je mangeais mal. Donc, tu prends du poids. Tu t'en parles pas. Parce que dans un premier temps, tu te dis, en fait, les gens vont me voir comme quelqu'un de fragile, de faible. Donc, Exactement. tu gardes ça pour toi. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, bah, ta femme, elle est là, celle qui encaisse tout. Donc, ça se passe très mal également à la maison. Et même avec tes amis, tu vois, parfois tu donnes rendez-vous à 19h. Je te dis, OK, j'arrive. Bah non, moi, je suis bloqué avec mon manager. Et donc là, tes amis, vu que tu leur en parles pas, ils savent pas ce que tu es en train de subir. Donc eux, on a l'habitude de blaguer, ils vont te dire, ah ouais, mais à chaque fois que tu donnes 1 heure, t'es toujours en retard. Donc ça, encore, mis bout à bout, tu vois, j'ai implosé. Tu vois, j'ai implosé, j'ai explosé. Et ce qui m'a permis justement d'y voir plus clair, c'est, comme je te l'ai mentionné, c'est le fait d'extérioriser. Et comme je le mentionnais, c'est d'avoir un écosystème bienveillant. Et c'est vraiment ça, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est le fait de reprendre le sport, d'avoir un rythme de vie, une hygiène de vie, d'avoir également des collègues qui m'ont permis, en fait, d'aller de l'avant et de passer cette courbe de deuil, tu vois. J'ai passé toutes les phases, le déni, la colère, la tristesse, tout juste. Ensuite, j'ai remonté la pente, mais honnêtement, ça a pas été facile. Et même après avoir quitté ce travail, tu vois, j'étais parti, j'ai fait un arrêt maladie, et c'est la première fois, hein. D'habitude, tu vas voir le médecin, ça peut arriver. Honnêtement, ça arrive à tout le monde. Parfois, t'as pas envie d'aller au travail, tu vas voir ton médecin, tu te dis, ah, j'ai mal un peu ici. Il te dit, ah, t'as sûrement une gastro, il te donne des médicaments que tu prendras jamais, mais t'as un arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis parti voir le médecin, et je lui ai dit, écoutez, voilà ma situation. Voilà comment ça se passe au travail. Voilà. Je lui ai dit, donc, aujourd'hui, je lui ai dit, hein, comme ça. Je suis pas malade. Tu vois, j'ai pas mal à la tête, quoi, aux caisses. Mais voilà ma situation, voilà ce que je ressens. Elle m'a dit, allez au prud'homme. Je lui ai dit, non, écoutez, j'ai déjà démissionné, etc. Nanana. Il me reste quelques temps à passer. Mais voilà. Donc, elle m'a dit, OK, bon, bah, vous savez quoi, je vais vous arrêter 10 jours. Vous avez besoin de travailler sur vous-même. Arrêtez d'aller dans cet environnement toxique pour vous. Et voilà. Tu vois, donc, et c'était la première fois, honnêtement, où je vais chez le médecin et que je suis transparent. Tu vois. D'accord. Donc voilà un peu cette épreuve, cette expérience qui m'a marqué et que je voulais partager avec vous. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des expériences à nous faire partager pour alimenter justement et aider les personnes qui pensent que c'est encore un sujet tabou à pouvoir du coup bah prendre conscience de cette réalité-là. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sujets sur les réseaux sociaux. Je vois pas mal de moqueries, des gens qui vont faire part de leur expérience et les gens qui vont mettre des commentaires, tu vois, puérils. Euh, et donc là, voilà, nous on est ici pour justement briser ces idées reçues, éduquer notre communauté et aller de l'avant. Et là, je te propose, Blondie, qu'on passe au témoignage de Candice, hein, c'est ça, Bien Candice, sûr. si tu peux présenter brièvement les... Bien sûr, donc on aura un témoignage de Candice, qui Ok. est une femme mariée, qui a des enfants, Ok. qui va nous parler un peu de son expérience, de son rapport avec la santé mentale. Donc notre professionnel, comme tu mentionnais en préambule, qui est Estelle, qui est psychologue depuis quelques années et qui va nous donner entre guillemets un retour sur l'expérience de Benji de Candice, pardon, et de pouvoir un peu nous éclairer sur ce qu'elle a vécu et nous donner des conseils à tous. Super, je te remercie. Place au témoignage. Ce soir, nous allons aborder un sujet aussi essentiel que délicat, la santé mentale, hein, trop souvent tabou. Elle touche pourtant des millions de personnes en silence. Pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir Estelle, psychologue. Estelle, peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Bonjour, déjà merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Estelle, je suis psychologue, ça va faire 5 ans, psychologue clinicienne.
et je travaille actuellement, pour l'éducation nationale dans les écoles, élémentaires et maternelles, dans le 93 et à côté de ça, j'ai aussi mon cabinet en libéral, dans le 17e arrondissement de Paris. Merci Estelle. Donc Estelle va nous aider à mieux comprendre les mécanismes de la détresse psychologique et les chemins possibles vers la guérison. Mais avant cela, nous allons entendre un témoignage très émouvant de la part de Candice. Candice, est-ce que tu peux te présenter également, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Candice, j'ai 39 ans, je travaille en finance, et je suis en train de passer un diplôme pour devenir médiateur juridique. Super. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment où tout a basculé pour toi? Ouh! Par où commencer? Moi je me suis du coup rendu compte, finalement de ma détresse psychique, comme tu disais, avec, le fait d'avoir, du stress, du fait d'avoir, mon téléphone qui sonnait quand je voyais s'afficher mon père. Pourquoi? Parce que, il y a à peu près 15 ans de ça, ma mère a subi un AVC et donc moi j'étais chez ma cousine, je me souviens en plus que je dormais et donc j'étais un peu dans cet état où, vous voyez, entre le sommeil et est-ce que je suis vraiment réveillée? Donc je vois mon téléphone un petit peu qui sonne comme ça et je réponds et là mon père me dit: «Écoute, ta mère a du sang dans le cerveau» et là je me sens tout mon corps se crisper et je me dis en fait, je comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Il me dit: «Je suis à l'hôpital». Viens et j'étais à peu près à 15 minutes, je pense de l'hôpital, à pied. Donc j'ai pris toutes mes affaires, tout ce que j'avais sur moi. J'étais avec ma cousine, je lui ai même pas dit, ma cousine qui me suivait, je lui expliquais même pas, ce qui se passait parce que je pense que j'arrivais pas à processer un peu l'information et donc je cours jusqu'à l'hôpital. J'ai l'impression que j'ai mis 30 secondes pour arriver. Là, il me dit que, bah, qu'ils sont en train de l'examiner, qu'il va y avoir des examens et cetera et cetera et donc finalement, elle s'en sort très bien. Enfin, voilà, elle reste à peine, 1 semaine hospitalisée. Bon, il y a des moments où, enfin voilà, qui sont un peu, enfin pas agréables à vivre disons, avec sa mère à l'hôpital, mais voilà, elle s'en sort plutôt bien. Elle sort à l'hôpital et elle a pas de séquelles. En revanche, moi, bah, je vois que petit à petit, bah, dès que mon téléphone sonne, c'est comme si mon corps se mettait un petit peu je sais pas comment dire, en alerte. Donc je réponds pas, je laisse mon téléphone, j'attends toujours qu'on me laisse un message sur mon répondeur en me disant, bah, s'il me laisse pas de message sur mon répondeur, je faisais des raccourcis en me disant: «S'il me laisse pas de message sur mon répondeur, ça veut dire que c'est très grave». Parce que ça veut dire que c'est une information qu'il peut pas me donner, qu'il peut pas me laisser sur mon répondeur, donc il a besoin de m'avoir au téléphone. Donc en fait, je me faisais des espèces de scénarios comme ça en boucle. Hem et hem et donc petit à petit, bah, moi je suis confrontée du coup à plein d'événements liés un peu à la maladie. Hem et je me fais opérer un jour même pratiquement 7 8 ans après. Hem, je me fais opérer de je me fais opérer de mon pied pour quelque chose de un peu esthétique. Et donc à ce moment-là, au moment où je me réveille, pourtant on m'avait juste endormi le pied, puis on m'avait mis un masque, pour m'endormir. Heu, je suis vraiment mal, j'arrive pas à me lever, je sens bien en fait que je suis dans un état émotionnel qui est pas du tout normal et donc je suis très, très, très vraiment mal. Parallèlement à ça, je vis un troisième accouchement qui est aussi très compliqué parce que, 24 heures après avoir accouché, je me sens mal, je suis avec mon mari dans la chambre, je me sens mal. Et là, quand je me sens mal, bah, dès que j'ai un problème physique, ça me ramène tout de suite à ma mère, tout le temps. Et donc là, le fait de me sentir mal, je me dis: «Il y a quelque chose de grave» et j'ai l'impression que je m'auto-valide à chaque fois. Et là, je dis à mon mari: «Je me sens pas bien». Il appelle l'infirmière et le temps qu'elle arrive, je perds connaissance et en fait, j'étais en train de faire une hémorragie interne. Donc j'ai dû être, transfusée et cetera. Bref,
plein d'éléments comme ça, liés à la maladie qui font qu'en fait, à un moment donné, ma mère en 2020, donc là, il y a 10 ans qui sont passés, 15 ans, refait un AVC. Cette fois-ci, c'est très grave. Elle est du coup handicapée et à partir du moment où, elle est à 80, elle est voilà, elle est hémiplégique et cetera, hem, moi, ça m'affaiblit encore plus, psychologiquement et là, je sens en fait que je sombre. La seule chose qui me fait tenir, c'est quand je m'occupe d'elle, donc elle est à peu près à 2 heures et demie de chez moi, donc je fais tout le temps les allers-retours, mais je sens que je j'arrive pas du tout à être présente. J'ai 3 enfants à ce moment-là, et que j'arrive à être à un moment de détresse qui est tel, mais sur le moment, je le comprends pas, c'est que je n'arrive pas du tout à me lever et moi, dans ma tête, je me dis: «Bah, c'est que en fait, voilà, je me dis: «Ch tu pas courageuse, tu fainéante, t'es pas capable de t'occuper de voilà, des choses basiques, te lever pour aller faire les petits déj à tes gosses». Enfin, tout ça, en fait, me paraissait être une montagne, hem et je il y a des matins où, en fait, je suis là, mais je me dis: «Je ne vais pas pouvoir affronter cette journée. Je ne vais pas pouvoir affronter cette journée». Je je et puis je m'en veux parce que bah, je suis croyante et donc je me dis: «C'est pas normal». Enfin, tu vois, il te suffit de prier et ça va bien se passer, sauf que, bah, ça se passe pas mieux. Je suis, j'ai pas du tout été élevée en me disant, tu peux pas, enfin voilà, tu vas baisser les bras ou tu vas aller voir, un psychologue et cetera parce que en fait, à un moment donné où tu te sens un petit peu mal, c'est que moi j'étais en je me disais: «En fait, c'est ta réaction», enfin, je sais pas comment dire autrement, mais je me disais: «Tu fais pitié». Voilà, tu fais pitié parce qu'en fait, tu es pas capable de te lever et voilà et c'est compliqué. Hem, Mon mari ne me disait rien, mais en même temps, lui, c'est quelqu'un qui enfin, il fait pas du tout de grasses matinées. Tous les matins, il est debout à 7h30, même le week-end. Donc me voir allongée comme ça, même s'il ne me dit rien, bah, moi, j'avais l'impression de lire dans son regard, de se dire: «Mais meuf, qu'est-ce que tu fous, en fait? Qu'est-ce que tu fous? Il est 11 heures, tu es allongée, les enfants, ils sont pas prêts, qu'est-ce que tu fais?» Et en fait, c'est là où je me suis dit: «Ça va pas. Ça va pas, ça va pas» et en fait, là, ton état, où j'avais une anxiété, le moindre mot qui me faisait penser à la maladie, j'entendais à la télé le mot cancer, j'éteins la télé. C'est-à-dire que j'étais vraiment en réaction de tout et c'est là que je me suis dit, «Bah, il y a quelque chose qui cloche». Ok, super. Merci beaucoup, Candice, pour ton témoignage. Vraiment, comme je le mentionnais en introduction, c'est vraiment l'un des témoignages les plus émouvants que j'ai pu avoir la chance d'écouter. On va laisser Estelle prendre un peu le micro pour commenter un peu, dire ce que tu penses, Estelle, et suite à ce qu'on a pu entendre, et donner des conseils sur justement comment gérer ces états de stress, et comment justement essayer d'en parler, ou aller voir quelqu'un plutôt que de se renfermer et de penser que justement c'est quelque chose qu'on peut surmonter tout seul. Non, en tout cas, merci encore, Candice, d'avoir partagé ton histoire. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de violence dans ce que tu décris. C'est-à-dire que la première fois que tu as reçu, je me permets de te tutoyer, que tu as Oui. reçu, cet appel, par rapport à l'AVC, de ta maman, j'ai l'impression que ça a été complètement, traumatique, en fait. Que de savoir que ta mère a subi ça, bah, en fait, tu as expérimenté, pendant quelques secondes, le fait de pouvoir perdre, potentiellement ta mère. C'est la perte d'un proche, c'est aussi la rencontre avec la mort, en fait, et donc tout ça, c'est extrêmement violent et ça peut Mmh. être, traumatique. Et après, c'est complètement une hypothèse sauvage de ma part parce que je peux pas forcément, analyser, plus que ça parce que bon, voilà. Mmh. Mais je pense que ça a été tellement violent, enfin, d'apprendre cette nouvelle que du coup, tu as peur que ça recommence, en fait. D'où l'angoisse aussi de recevoir ces appels, de la part de ton papa et malheureusement, il y a eu un autre appel et cette fois-ci, encore un AVC. Donc ça a recommencé et cette fois-ci, il y a eu plus de séquelles et on sent qu'il y a eu tellement d'angoisse liée à la maladie
qu'en fait, c'est comme si tu étais malade toi-même, enfin, que tu as pris aussi le handicap de ta maman d'un autre côté. Que tu dis, oui, ta maman, elle est, elle est un peu enfin, elle a un sale Mm. handicap aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'elle a du mal aussi à se mouvoir dans l'espace. Et là, en fait, quand tu dis que tu n'arrives pas à te lever, ça me fait penser aux symptômes, oui, de quelqu'un qui est handicapé physique, en fait. Mm. Alors, Chaque effort est une lutte. ouais, c'est ça. En fait, alors, j'ai perdu ma mère l'année dernière. Et Mmh. ouais. Donc j'ai perdu ma mère l'année dernière et effectivement, ce que tu dis, c'est assez correct parce que, clairement, en fait, je pense que même si je me le disais pas, tu vois, de manière, comment dire? Consciente, hem, je me disais j'avais envie de prendre son handicap pour elle, en fait et de me dire, Mmh. et donc et c'est pareil, je peux pas et c'est un peu étrange parce que et d'un autre côté, quand j'étais avec elle, bah, j'étais très, joyeuse, souriante et cetera parce que je voulais Mmh. vraiment lui faire vivre la vie qu'elle pouvait plus vivre. Mmh. Et surtout pas qu'elle ait l'impression que ça puisse être lourd pour nous ou quoi que ce soit. Donc en fait et avec mes frères et sœurs, c'était pareil. Donc en fait, on a toujours tout fait pour que ce soit le plus léger pour elle. Mmh. Hem, quand il y a eu son décès du coup l'année dernière, donc c'est en avril, hem, alors il y a 2 choses. Déjà, je quelques temps avant, j'avais vu en fait une thérapeute, mais toujours en fait avec le fait de me dire, voilà, que j'avais peur par rapport au rapport à la maladie et cetera. Mais, je priais beaucoup en fait à ce moment-là et en fait, c'est bizarre, je sais pas comment expliquer, mais du coup, i j'ai comme eu, un, c'est comme si en fait je me suis vraiment sentie portée parce que je me suis dit: «OK, tu as fait tout ce que tu as pu». J'étais consciente de ça. Parce que j'étais pas j'en étais pas du tout consciente avant, mais en fait, quand, son décès arrive, je me dis: «Tu as fait vraiment tout ce que tu as pu, tu aurais pas pu faire plus. Tu as fait tout ce que tu as pu pour faire en sorte que ce soit, disons le moins pénible pour elle». Mmh. Hem et hem et tu vois les et du coup, je pense que effectivement, c'est juste ce que tu dis, en fait, quand tu dis, en fait: «J'ai tout pris pour moi». Parce qu'effectivement, hem, je me suis dit: «Bah» en fait, tu vois, en fait, je suis arrivée à un point où, en fait, je me suis dit: «Bah, tu vois, tout se valide. En fait, voilà, regarde, quand on t'appelle, mais en fait, il se passe ça, il se passe quelque chose de grave et du coup, on arrive à Mmh. l'extrême». Tu vois? Donc en fait, tout se confirmait, tout se confirmait et donc je me suis dit: «Je peux pas, en fait, rester dans cette boucle-là». Hem Et en même temps, je me sentais apaisée parce que peut-être que j'avais pris plus de recul ou j'en sais rien. Bah, jusqu'à comme je t'ai dit, je suis allée voir en fait, une thérapeute qui m'a dit: «Bah, oui bon, oui, bah, écoutez voilà, c'est un peu normal, vous avez perdu votre mère, donc c'est le process un peu normal. Vous êtes, voilà, vous vous êtes dans le cycle normal de la courbe du deuil et donc voilà, je vois pas d'autres problématiques à côté parce que, bah, en fait, c'est normal, vous avez perdu votre mère et voilà. Mais peut-être que je ne lui ai pas assez dit les choses, peut-être, je sais pas. Mais j'ai eu l'impression que justement tout ce sentiment mon angoisse face à la maladie, mon angoisse face à un malade proche, du coup mes tocs, mes trucs de téléphone et cetera, bah, ça a été un peu négligé, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a le deuil, mais il y a aussi tout ce que tu as dit avant, que tu appelles TOC, l'angoisse qui vient quand il y a Mmh, quelqu'un, enfin, notamment ton papa qui t'appelle. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu phobique, en fait, c'est ça. qui vient aussi et qui, après, faudrait qu'on définisse ce que c'est
qu'être normal ou pas. Enfin, parce que là, du coup, se pose la question du normal et du pathologique. À partir de quand on peut se dire, oula, là, ça, c'est pas normal. Et Mm. là, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un. Et c'est vrai que, du coup, je recommanderais aux personnes d'aller voir quelqu'un, un psychologue ou un psychiatre ou un thérapeute, enfin un psychothérapeute, lorsqu'il y a justement quelque chose qui handicape dans la vie, quand on commence à plus pouvoir forcément aller travailler, ou alors Mm. quand ça crée une contrariété, quand il y a quelque chose qui nous contrarie. Mm. Même sur des choses qui sont un peu moins, on va dire, moins handicapantes dans la vie, parce que c'est vrai que par exemple les TOC, bon bah ça crée énormément d'angoisse, mais des fois ça peut même empêcher justement de se lever, de faire les choses qu'on doit faire. Mais même pour des choses plus légères, par exemple, enfin plus légères, ça dépend pour qui, mais je rencontre par exemple pas mal de jeunes femmes et de jeunes hommes qui, bon, bah, qui cherchent l'amour et qui sont pas forcément, enfin ils sont contrariés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver à des personnes qui leur correspondent. Et c'est Mm. aussi pour ces raisons-là qu'on peut aller voir quelqu'un. C'est parce que c'est contrariant, on n'arrive pas à trouver quelqu'un, et donc on est frustré de ça. Ça peut aussi, on peut aussi consulter pour ces raisons-là, mais c'est vrai que, voilà, je conseillerais d'aller voir quelqu'un pour quand il y a une contrariété, mais aussi lorsque ça peut être handicapant dans la vie et qu'il y a souffrance, c'est sûr. Et, et comment on sait quand il faut aller voir un psychologue ou un psychiatre ou un thérapeute? Alors, bah, tout dépend vraiment de ce que toi tu souhaiterais. C'est-à-dire que si tu veux une médication, il vaut mieux se diriger vers un docteur et donc un psychiatre, parce que Ok, les psychologues, ne sont pas, nous n'avons pas fait médecine, nous ne sommes pas des docteurs, nous ne pouvons pas prescrire des médicaments. d'accord. Après, je recommanderais toujours quand même d'aller voir, un psychologue avant, parce que des fois, il n'y a pas besoin de prendre de la médication. Par exemple, pour les dépressions, il y a des dépressions où on n'a pas besoin en fait de se médicamenter. Mm. Heu, donc moi j'encourage toujours, les patients d'abord d'aller, de faire un peu la cure par la parole déjà, en allant voir un psychologue avant, heu, plutôt que de prendre des médicaments dans un premier temps. Les médicaments, c'est vraiment quand c'est, selon moi, hein, quand c'est extrêmement grave, Mm. quand, c'est des troubles psychiatriques, qui entravent énormément, la vie du patient. Je pense à la schizophrénie, par exemple, ou la paranoïa, mais surtout les schizophrénies où Mm. là, le patient, il n'est pas dans la réalité, Ouais. qu'on partage. Bon, bah, là, effectivement, il faut des antipsychotiques. Mais par contre, pour une dépression, réactionnelle à une rupture amoureuse, on n'est pas obligé de prendre des antidépresseurs. Donc je conseillerais d'abord d'aller voir un thérapeute, un psychologue, puis après, vous verrez avec, le thérapeute si c'est nécessaire de prendre une médication. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Estelle. Moi j'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir un peu ce que tu dirais à des personnes, par exemple, qui viennent parfois de culture africaine, qui sont pas forcément en adéquation avec, tu sais, tout ce qui est psychologue, psychiatrie, etc. Où généralement on va nous dire, bah si ça va pas, va à l'église, prie Dieu, etc. Qu'est-ce que tu penses un peu des gens qui viennent un peu de ces cultures qui sont pas forcément familiers ou en adéquation avec ce genre de pratique. Hem, La bonne question. Hem, Bah, je pense que, qu'en fait, on fait avec, ce qu'on a, c'est-à-dire avec la culture que l'on a. C'est vrai que la psychologie, ça a été créé plutôt dans les milieux occidentaux. C'est de la culture, ça fait partie de la culture occidentale, et des fois, bah, ça nous parle pas, ça parle pas à tout le monde, et c'est OK. C'est OK parce que je pense pas qu'il faudrait hiérarchiser des façons d'apaiser les maux des personnes. Et donc si, par exemple, il me semble qu'au Maghreb, notamment au Maroc, et bah, la sorcellerie, et bah, ça peut aider. Bah, écoutez, pourquoi pas se tourner vers ce type de pratique.
Moi, je pense qu'il faut tester. Il faut tester. Après, bien sûr, je vous encouragerai toujours à se faire écouter par quelqu'un, si, vous avez, des contrariétés ou des soucis au quotidien. C'est toujours intéressant même aussi de savoir comment on fonctionne, parce qu'il n'y a pas que la thérapie, il y a aussi l'analyse, savoir comment oui, quelles sont nos défenses, comment ça se fait qu'on réagisse comme ci ou comme ça dans certaines situations. Ce n'est pas que de la thérapie, c'est pas que quand on va mal, c'est aussi on peut aller voir un psychanalyste ou un psychologue, clinicien pour savoir un peu comment on fonctionne et donc oui, moi, je vous encouragerais toujours à faire une analyse, de savoir comment on fonctionne parce que bon, bah, on est souvent avec soi-même, donc je me dis, bah, ça peut être toujours être intéressant de connaître un peu son mode d'emploi. Mais après, pour ceux qui ne sont pas sensibles à ça, bah, c'est pas grave, mais je conseillerais quand même de tester, ça peut toujours être intéressant. Bon, merci beaucoup Estelle pour ton retour. Il nous reste que 2 minutes. J'aurais une dernière question pour Candice avant de conclure. En fait, moi, la question que je me pose, c'est comment tu as fait pour te sortir de cette impasse? Est-ce que c'est grâce justement le fait d'en avoir parlé avec un spécialiste ou en fait, voilà, c'est ça la question. Si tu peux nous apporter une petite réponse dessus. Hem, écoute, je pense qu'il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs choses. La première chose, hem, finalement, en fait, c'est quand, quand je suis allée voir, en fait, cette personne, qui m'a dit: «Voilà, vous êtes dans le deuil, voilà, normal». Heu, En fait, je me suis dit à un moment donné, je me suis dit et en fait, c merci beaucoup Estelle pour ce que tu as dit sur, le fait qu'il y a pas de hiérarchisation dans finalement, dans la manière de traiter les mots, parce que c'est vraiment ça. C'est que je me suis dit, «Maintenant, en fait, il faut vraiment que tu te concentres, sur toi et sur Dieu» et clairement, ça m'a sauvée. Mm. C'est je sais pas comment le dire autrement. Je Mm. sais pas vraiment pas comment le dire autrement parce que c'est, je pense que le fait d'avoir vu, du coup, le ce enfin ce psychologue-là, ça m'a vraiment aidée et si enfin voilà, si c'était à refaire, je ferais. C'était pas la première fois, j'en avais déjà vu avant et en fait, je me rends compte à quel point c'est nécessaire, mais je pense que c'est pas du tout incompatible avec, la prière et peut-être que ça dépend aussi des moments, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est Dieu qui m'a sauvée. Super, merci beaucoup. Cette réponse me va complètement. Mais écoute, merci du fond du cœur, Candice, pour ton courage et ta sincérité. Merci. Je le répète, ton témoignage est vraiment bouleversant et je suis certain qu'il résonnera chez beaucoup de personnes. Merci Merci à beaucoup. toi, Estelle, hein, Pas de rien. ton éclairage et tes conseils précieux. Je pense que cette discussion montre à quel point il est important de parler, de s'écouter et surtout de ne jamais rester seul. J'espère Oui. que ce moment aura apporté du réconfort et de l'espoir à celles et ceux qui en ont besoin. Mmh. Très bonne soirée à tous. Waouh. Waouh. C'était puissant. Ouais, très puissant. Ah, merci à Candice vraiment pour ce témoignage très poignant et très riche. Ouais. Ça s'entendait même dans sa voix que c'était très difficile pour elle de parler, donc vraiment merci à elle. Justement, j'aimerais savoir ce que t'en as pensé. Je m'attendais pas à un tel témoignage, tu vois. Quand tu m'as dit, je connais quelqu'un qui va nous parler de la santé mentale, je me suis dit, ok, tu vois, je m'attendais pas. Encore une fois, honnêtement, je suis étonné et j'ai bien aimé comment elle a expliqué, tu vois, sa situation, comment elle est passée au travers des épreuves, ce qui a pu la sortir de tout ça. Elle a fait mention du côté euh, religieux, spirituel, mais également, elle a également parlé de comment dirais-je, de ses origines. Bien sûr. De ses origines, chez elle, c'est un frein, tu vois. Quand elle en a parlé à sa mère et tout, à sa tante, c'était mais qu'est-ce que tu racontes? Aller voir un psychologue. Ça, c'est les Occidentaux qui font ça, tu vois. Donc, elle a vraiment eu toutes les phases, si je puis dire, clichés. Et malgré ça, elle a gardé la tête haute. Et franchement, je me dis, traverser toutes ces épreuves, je pense que on est tous amenés à vivre ça, tu vois, la perte de quelqu'un qui nous est cher, avoir ce traumatisme dès que ton téléphone sonne. Oh, j'imagine même pas l'angoisse en fait et l'anxiété que ça peut avoir. Quel courage de venir et de nous partager du coup
cette expérience. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, exactement. Je partage exactement le même sentiment. Pour être honnête, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Ok. Et c'est pour ça aussi que ça tient beaucoup à cœur de parler de ce sujet et son témoignage, parce que je sais que après le décès de la maman que nous avons perdue, parce que c'est quelqu'un que je considérais comme ma maman, qui m'a pris sous son aile dès le début et qui n'a pas fait de différence avec ses enfants. Je dois avouer que son témoignage forcément m'a beaucoup touché. Maintenant, merci à elle de avoir pu en parler, parce que je pense que même si elle a réussi à se soigner, même si elle se soigne encore aujourd'hui, lorsqu'on perd quelqu'un de cher, la douleur reste à jamais. Mais de pouvoir prendre cela comme une victoire aujourd'hui, c'est vraiment très important et très poignant. Et comme elle a dit, malgré ses origines, elle a pris aussi le temps d'aller consulter un psychologue, de pouvoir en discuter, parce que c'est vraiment très important. Comme quoi, en tant qu'Africain, on peut se baser sur la spiritualité, sur la religion, mais c'est aussi important d'en parler. Parce que parfois, comme tu disais un peu, Jasmin, on n'a pas forcément le courage d'en parler avec son entourage, on n'a pas forcément le courage d'en parler avec même les personnes avec lesquelles on a le plus d'affinité. Prenons le temps, même avant d'aller voir un psychologue, de se parler entre nous. Prenons le temps, les amis, de savoir si nos confrères, si nos amis vont bien réellement. Pas juste dans l'aspect, comme tu disais, carapace, mais mentalement, comment vas-tu? De te regarder, te dire, Jasmin, comment vas-tu après cette épreuve? Est-ce que ça va dans ta vie? C'est vraiment très important. Franchement, comme on dit, derrière un sourire peut se cacher une tempête. Exactement. Et je suis d'accord avec toi pour encore aller dans ton sens, plutôt que d'aborder une approche plutôt standard, conventionnelle, vraiment en fait sur cet aspect-là de santé mentale, plutôt s'orienter sur une approche holistique, un peu plus profonde, Bien sûr. avec justement le prendre soin de soi. Ça va aller donc avec un meilleur sommeil, une meilleure hygiène de vie, faire du sport, parler à ses amis, sa famille, consulter, mettre ça également en prière. Donc c'est vraiment, quand je parle d'approche holistique, c'est vraiment, tu vois, prendre le problème vraiment en profondeur. Et donc je te laisse le mot de la fin. Je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Bien sûr, on arrive à la fin de l'émission. Écoute, j'aimerais d'abord te remercier, Jasmin, pour ton témoignage poignant. Merci, je te remercie également. C'est vrai qu'aujourd'hui on est arrivé, on s'était dit on va voir un peu comment ça va sortir. On sait pas s'il devait avoir de larmes, on sait pas si forcément on doit avoir des émotions. Et voilà, pour moi et comme pour toi, je sais que ça a été pas forcément facile d'en parler, parce que c'est vrai que les gens vont un peu découvrir ça au compte-gouttes et dire ah oui, ah bon, je savais pas forcément qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, et nous envoyer plein de messages. Mais voilà, il faut savoir que voilà, on essaye de prendre soin de nous, mais voilà, on est dans un temps, c'est 2025. Soyons bienveillants auprès de nos profs, de nos amis, de nos collègues, comme tu dis, que ce soit au travail, que ce soit nos amis, parce qu'on sait jamais forcément ce que les gens vivent. Donc, écoutez, merci encore aujourd'hui de nous avoir suivis dans un nouvel épisode de Entre Chiens et Loups. Notre sujet aujourd'hui était la santé mentale. On espère que vous a plu. S'il vous plaît, partagez ce témoignage. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien, mais aussi que vous nous partagiez vos expériences. On aimerait aussi prochainement inviter aussi des gens sur notre plateau, donc on fera aussi des appels à témoins. S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on puisse aborder, pour que vous puissiez venir sur le plateau, n'hésitez pas. En tout cas, merci encore beaucoup. Merci à tous. Et à très bientôt dans un nouvel épisode de Entre Chiens et Loups.